Aujourd'hui, nous allons voir comment attirer et garder les meilleurs talents dans nos entreprises. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Philippe Pierre pour parler de ce qu'on pourrait appeler la chasse aux talents. Ces profils atypiques qui peuvent apporter tellement à nos entreprises, mais qui sont si difficiles à manager, à attirer et à garder. Talent, c'est d'abord quelqu'un de différent. Ça m'apparaît très important. C'est quelqu'un qui va, dans son mode de fonctionnement, notamment, tu vois, le rapport au temps, la gestion d'un retard, l'idée qu'il se fait ou qu'elle se fait d'un délai ou d'une astreinte qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et là, on voit bien les questions avec certains jeunes et certains moins jeunes. C'est quelqu'un qui va nous percuter dans nos évidences. Un talent, pour moi, c'est d'abord quelqu'un de différent. Et quand on est manager, c'est pas toujours simple d'intégrer la différence. S'ouvrir à l'intelligence de l'autre, c'est un effort volontaire. Et j'appelle cela, en fait, une posture d'étonnement volontaire. Et on y reviendra certainement. Un manager, pour moi, c'est quelqu'un qui crée des espaces autour de lui, de paroles, pour s'entendre dire des choses qu'il n'a pas nécessairement envie d'entendre. Et ça, cette posture d'étonnement volontaire, elle est très importante en ce moment, alors particulièrement, comme tu le dis, Cédric, avec les talents. Un talent, pour moi, c'est quelqu'un de différent, je l'ai dit, mais c'est aussi quelqu'un qui n'est pas un éternel espoir. J'ai connu en tant que DRH dans ma vie des champions du monde ou champions d'Europe de l'entretien de recrutement. Ils promettent beaucoup, mais ils délivrent rarement. Et ça, c'est ma deuxième caractéristique, du coup, Cédric. Pour moi, un talent, c'est quelqu'un de différent et de contributeur. Et donc, c'est à nous de le mettre dans un environnement apprenant, de le mettre dans de bonnes conditions. C'est à nous de mettre cette personne dans de bonnes conditions pour qu'elle donne le meilleur. Et donc, les trois caractéristiques premières pour moi du talent, c'est quelqu'un de différent, c'est quelqu'un qui délivre du résultat, donc qui contribue au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Sinon, ça s'appelle un potentiel. Et la troisième chose, c'est peut-être plus original, un talent pour moi, c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui a écouté activement et qui est capable de transférer aux autres, autour de lui, dans les équipes, tour de main, bonne pratique et coup d'œil. Et donc, quand on intègre un talent, pour le manager, c'est un défi parce qu'on augmente le niveau d'exigence. L'équipe, en quelque sorte, intègre quelqu'un qui ne pense pas comme nous ou qui ne fonctionne pas comme nous, et la personne peut nous renvoyer à ce que j'appelle l'incompétence consciente. C'est-à-dire que cette personne talentueuse, elle fait des choses avec aisance que nous, on a du mal à faire. Et là, c'est le moment où on doit être intégrant. Et au cours de notre conversation, je pense qu'on reviendra sur cette belle question de l'intégration, qui n'est pas l'assimilation des différences, je fais une distinction. Et donc, un talent, c'est quelqu'un qui va t'étonner, et c'est quelqu'un, du coup, qui va te demander deux choses. De suspendre ton jugement, et en recrutement, c'est quelque chose de particulièrement exigeant, de suspendre son jugement. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Et de distancier son regard. Pendant au moins 10 minutes, quand on rencontre une personne, et on espère qu'elle va être avec nous talentueuse, on doit s'attacher à ne pas juger trop vite. Ne pas faire confiance à ce qu'on ressent quand on le ressent. Ça, c'est quelque chose, Cédric, je sais, tu es attaché aussi à cette belle notion de suspension de jugement. C'est pas évident, hein, parce non. que dans notre tête, quand même, l'entretien de recrutement, on va devoir, alors juger, c'est un mot, mais en tout cas évaluer la personne. Ouais. Et donc, c'est difficile, la frontière entre les deux n'est pas évidente. On ne peut pas s'empêcher de juger. Je veux dire, tu rencontres quelqu'un, tu vois comment il est habillé, tu as déjà commencé à le juger. Exactement. On a déjà commencé ce travail, on différencie, c'est-à-dire qu'on donne libre cours à nos sens. Mais l'essentiel, c'est de savoir que quand on différencie, quand on rencontre quelqu'un, on va très tôt, très vite, même parfois sans s'en rendre compte, étalonner. C'est-à-dire, en fait, porter notre jugement sur une échelle de valeurs. Noble, vil, petit, grand, laid, beau. Et en fait, mon conseil, dans cette suspension de jugement, cet étonnement volontaire, c'est d'accepter l'idée que le talent est souvent caché et les compétences sont souvent inattendues. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est de ne jamais faire confiance à ce qu'on ressent quand on le ressent. Et j'ajoute tout de suite, Cédric, pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes. On doit, tu sais, en intervenant beaucoup auprès de dirigeants, de partenaires sociaux dans différents pays, j'ai parfois des personnes qui me disent « Moi, tu sais, en entretien de recrutement, en quelques minutes, je sais si ça va le faire. » Alors, je réponds toujours à ces personnes « Votre intuition est la bonne puisque c'est la vôtre,
mais vous n'allez pas travailler uniquement avec cette personne et cette personne ne va pas travailler uniquement avec vous. Et donc, j'insiste sur ce point. Si tu n'as pas changé d'avis en entretien de recrutement, prends-le comme un point de vigilance. Il faut distinguer du coup, et on va le faire ensemble tout de suite, des entretiens de confirmation, avec un grand risque, c'est de chercher chez la personne des qualités qu'on nous a données à nous il y a quelque temps. Et alors là, si on est fatigué, on a toujours tendance à s'entourer de gens qui nous ressemblent. On va avoir plus de mal à sortir de sa zone de confort. Et donc, la discipline du recrutement, c'est une belle discipline parce que ça invite à l'imprévisible, à l'inattendu. Et donc, si on n'a pas changé d'avis, on a fait un entretien de confirmation. On s'est laissé aller, tu sais, à sa bonne première impression, ou pire, à sa mauvaise première impression. En fait, ça me fait penser au biais de confirmation, ce que Oui, tu dis en exactement. psychologie, qui est que tu as tellement projeté d'envie, d'habitude, etc. dans le recrutement, tu vas chercher en fait tous les indices qui te confortent dans ta première opinion. Exactement. Et donc, de toute façon, ça n'est plus une première impression puisque tu as déjà auparavant projeté sur la personne que tu vas voir. Ouais, c'est tout à fait vrai. Et en plus, ce mécanisme s'amplifie actuellement si on a peu de candidatures Oui. et que même inconsciemment, on a presque envie que ça soit la bonne personne en face de nous. Ouais. Et donc, c'est s'étonner volontairement, c'est suspendre son jugement, c'est distancier son regard, et c'est accepter l'idée de passer de la confirmation à l'exploration. Et particulièrement avec jeunes et moins jeunes qui ne vont pas penser l'investissement au travail de la même manière que moi et qui vont m'amener à remettre en cause la centralité du travail dans ma vie. C'est-à-dire qu'au centre de mon existence, si je m'analyse un peu, tu vois Cédric, j'ai 3 grands piliers. J'ai la famille, j'ai le travail et j'ai mes amis. Et tout tourne autour. Et j'ai la chance, car c'est une chance, de rencontrer des personnes qui ont plusieurs vies à vivre en même temps. Mmh. Et donc, en entretien de recrutement, il faut s'attacher, il y a des techniques et on peut les partager un peu, il faut s'attacher en fait à passer de la convivialité à l'intimité. Notamment, et ça c'est un point important pour moi, en marchant avec la candidate ou le candidat. Alors, je compte sur les managers pour trouver le juste espace physique, ce n'est pas toujours évident, mais dans un atelier de conditionnement ou de fabrication, par exemple en respectant les mesures de protection individuelle, on voit comment quelqu'un, en marchant avec lui, va te donner des éléments d'information différents. Et quand tu marches avec quelqu'un, ton corps se met en mouvement. Quand tu marches avec quelqu'un, tu élargis ton champ de perception. Et quand tu marches avec quelqu'un, c'est quelque chose aussi d'important pour nous, je pense. Tu donnes sa chance, et notamment à des jeunes qui peuvent être impressionnés par les instances de pouvoir d'un bureau, par un statut, et tu donnes sa chance à ces jeunes qui n'ont pas forcément toujours les mots, mais qui vont révéler des compétences inattendues. Ça me fait penser à quand tu veux avoir une conversation un peu difficile avec tes enfants adolescents, tu roules avec eux en voiture. Alors pas seulement parce qu'ils ne peuvent pas se sauver pendant que tu leur parles, mais surtout parce qu'on ne se regarde pas. Oui. On est dans un espace clos, etc. Et donc, on parle beaucoup plus que si on se regardait. Ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Ah oui, moi j'adhère totalement à ce que tu exprimes. Quand on marche avec quelqu'un, on regarde dans la même direction. Ouais. Et donc, on cesse de se poser en s'opposant. Et donc, ça a cette grande vertu. Les philosophes péripatéticiens, présocratiques, on avait fait de discipline, ils regardaient en petits groupes comme ça, en marchant ensemble vers un repère commun. Et c'est très rare d'envenimer les choses quand on marche avec quelqu'un. C'est une bonne façon d'apaiser. Alors du coup, mon triptyque en management, et notamment en recrutement, c'est pour évaluer quelqu'un, c'est jamais en un seul lieu physique. La voiture est quelque chose d'intéressant, comme tu le dis, Cédric. Jamais en une seule fois et jamais tout seul. Alors, jamais en une seule fois, c'est cette possibilité de croiser les regards sur une candidature et d'essayer, en fait, plutôt que de voir la personne en 30 minutes, aujourd'hui, d'essayer de la voir en 2 fois 15. Et je sais qu'en ce moment, c'est plus exigeant encore parce que beaucoup de nos recrutements se font à l'écran. Mais je préfère, en fait, voir quelqu'un 2 fois parce que mon humeur aura changé, parce que mon énergie ne sera pas la même. Et ça, c'est quelque chose, du coup, qui renvoie à ce triptyque auquel je crois beaucoup. En management, la répétition fixe la notion. Jamais en un seul lieu physique, notamment marché, jamais en une seule fois et jamais tout seul. Tout seul, ça veut dire croiser les avis avec quelqu'un qui ne pense pas comme toi, qui va être ce que nous allons appeler un homme ou une femme ressource. En management, c'est quelqu'un qui va venir te voir volontairement, il n'est pas obligé, et qui va te dire sur toi des choses utiles que tu n'as pas envie d'entendre.
Et ça, c'est un trésor. Et en entreprise, ça se cultive. Ça fait vraiment partie des outils du manager. Un manager, c'est quelqu'un qui doit identifier et faire vivre un archipel de relations. Et notamment avec des personnes qui ont le courage de lui dire des choses que les autres ne disent plus ou pas. Ça s'appelle un homme et une femme ressource. Quand j'évalue quelqu'un, moi, du point de vue des compétences, j'ai une grille en tête. Je te la donne, si tu veux, très vite. La première chose, c'est le savoir-faire métier. Est-ce que la personne en face de moi sait faire ce qu'on lui demande de faire? Et j'accepte en ce moment l'idée, car il y a pénurie, qu'on jauge davantage sur le faire savoir. C'est ma deuxième caractéristique, ma deuxième compétence clé. La première, hein, on va appeler ça le savoir-faire, la compétence métier. Est-ce que ce physico-chimiste a non seulement les rudiments, mais une bonne expertise dans son secteur, car on va le faire travailler là-dessus. La deuxième compétence clé, c'est ce qu'on va appeler le faire savoir, les compétences relationnelles. J'ai connu, et tu en as connu aussi Cédric, d'excellents experts incapables de transmettre en formation ou lors d'une réunion importante la substantifique moelle. La troisième compétence, qui est pour moi, si tu veux, constitutive de ma grille, en quelque sorte, d'analyse, hein, et je pense que ça peut aider nos interlocuteurs, c'est le savoir-faire faire. Et ça, on le sait plus tard. On ne le sait pas en recrutement. Mais le savoir-faire faire, c'est ce qu'on va appeler la dimension projet. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi, et je pense que c'était le cas pour la personne dont tu parles, là, est-ce qu'elle sait ou elle sera influencée sans statut hiérarchique? Et en ce moment, c'est particulièrement important au moment des équipes déspatialisées, de la création de confiance à distance. Et puis, mais j'ai deux autres compétences clés auxquelles j'accorde beaucoup d'importance, c'est la qualité de présence. Est-ce que quand la personne est là avec toi, elle est réellement là avec toi, ce qu'on pourrait appeler l'écoute active? Ça m'apparaît fondamental. Un petit peu l'intensité, en fait. Ouais, l'intensité de la relation. L'intensité. Et sa capacité à non pas réagir aux événements en étant débordé, mais à te rendre service. Et donc à ne pas s'enchaîner notamment au temps des autres. Si tu veux, on pourrait y revenir tout à l'heure. Et puis là, la cinquième compétence à laquelle j'accorde de l'importance et qui structure un référentiel aussi, hein, et qui peut expliquer en fait les conditions d'un bon entretien, notamment d'évaluation, c'est ce que j'appelle savoir se critiquer soi-même. C'est s'entourer de personnes qui vont avoir la force de te dire des choses que tu n'as pas forcément envie d'entendre. Et il n'y a pas en fait d'intégration des talents sans identifier ton réseau. Et ton réseau va t'aider en fait à avoir leur oreille. Et il faut du coup connaître nos forces. Et moi, tu vois, Cédric, il y a deux questions que je pose souvent à un dirigeant, et notamment dans des PME innovantes, où le dirigeant et la dirigeante sont souvent les premiers DRH. Et je pose ces deux questions que j'aime bien. La première, c'est quelles sont les 5 bonnes raisons de venir dans ton entreprise qui existent peu ou pas chez ton concurrent principal? C'est une belle question à travailler en équipe. Et puis la deuxième question, qui est exigeante aussi, c'est quelles sont en conscience les 3 raisons de nous quitter? Et en fait, moi, je suis convaincu de ça. Si on veut être attractif, il faut travailler en fait sur nos forces, essayer de les connaître, les appréhender et intégrer à la réflexion en fait des personnes qui ne pensent pas comme nous. Éventuellement des fournisseurs, des sous-traitants qui nous connaissent bien et qui vont avoir la force en fait de créer un espace de parole pour que nous puissions nous entendre dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et là, on est au cœur de l'étonnement volontaire, de cette posture exigeante qui est celle de l'intégration de profils talentueux, mais qui sont atypiques.